Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo consacrée au programme de géographie de 3e avec un des derniers thèmes à l'étude, la France dans le monde, quelle est son influence, quelle est sa puissance réelle, peut-on parler d'une grande puissance sur le déclin? C'est ce que nous allons essayer de détailler dans cette courte vidéo. On a coutume pour évaluer la puissance d'un pays de parler du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite annuellement par un pays. Sur ce tableau, ici, cette infographie issue du Figaro, nous pouvons donc voir que de manière traditionnelle, en prenant en compte le PIB, la France est considérée comme la 6e puissance mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et nous sommes là juste derrière en 6e position, talonnés par l'Inde. Alors, il faut savoir que la France, auparavant, dans ce classement par PIB, était 5e. Nous avons donc reculé d'un rang depuis quelques années. Néanmoins, cette infographie est intéressante puisqu'elle permet de visualiser la puissance du pays en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en tenant compte à la fois de la monnaie, mais de ce que cette puissance permet d'acheter pour un habitant de manière annuelle en fonction du coût de la vie. Ainsi, la France, dans ce cas-là, rétrograde légèrement, laissant passer d'être au pays devant. Dans tous les cas, en tout cas, quel que soit le mode de comptabilité de la puissance économique, puisqu'ici il s'agit de puissance économique, la France est une très grande puissance, puisque parmi les 228 pays que l'on trouve dans le monde, la France se situe entre la 6e et la 9e place dans tous les classements et selon tous les critères de classement notamment. La France est également une grande puissance territoriale, parce que même si son territoire est un tout petit territoire, en tout cas le territoire de la métropole de la France européenne est un tout petit territoire à l'échelle mondiale, la France est une grande puissance territoriale parce qu'elle possède également à travers le monde toute une série de territoires ultramarins dont nous avons déjà parlé. Donc des territoires ultramarins de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, de l'océan Indien et également en Amérique du Sud avec la Guyane. Cela donc permet à la France d'être présente sur l'ensemble des océans et sur quasiment l'ensemble des continents. Et cette présence sur l'ensemble des océans lui permet de disposer d'une très grande zone économique exclusive, ZEE, c'est-à-dire d'une très grande étendue de mer et d'océans qu'elle peut exploiter à titre exclusif à son avantage. Ainsi, cela est particulièrement important aujourd'hui avec évidemment l'exploitation des ressources des fonds marins, le pétrole, le gaz, les nodules polymétalliques et également la pêche. Mais commençons donc par une grande puissance économique, par l'étude de la puissance économique de la France. Alors nous reprenons cette infographie du Figaro consacrée au PIB, c'est-à-dire au produit intérieur brut, à la richesse produite par les pays annuellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, sur les 150 dernières années, la France a rétrogradé. En effet, avant la Première Guerre mondiale, la France se situait sur le podium des 3 premières puissances mondiales. Et ces guerres, les guerres du XXe siècle, notamment la première, ont mené la France sur le chemin du déclin. Les destructions, les dépenses liées à la guerre, la perte de prestige, puis la décolonisation, etc., ont mené la France vers une voie descendante, puis à partir des années 60-70, eh bien, ce sont les phénomènes de délocalisation, la mondialisation de l'économie, qui ont fait que cette France a peu à peu rétrogradé en termes de puissance économique. Alors, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo, mais nous l'avons évoqué dans les vidéos sur l'Union européenne notamment. La France est également aujourd'hui un pays particulièrement endetté, qui dépense beaucoup plus que ce qu'elle ne possède, ce qui est également un frein en termes économiques, en termes de développement économique. Néanmoins, la France possède de grandes firmes multinationales, c'est-à-dire de très très grandes entreprises présentes sur tous les continents et qui jouent un rôle majeur à travers le monde. Ainsi, sur ce classement réalisé dans les 5 dernières années, puisque ces classements peuvent varier d'une année à l'autre, eh bien, nous pouvons voir quelles sont nos très très grandes entreprises avec les chiffres d'affaires les plus importants à travers le monde. Nous retrouvons donc Total, la grande entreprise des hydrocarbures, notamment du pétrole, l'extraction de pétrole, transformation du pétrole.
Nous avons ensuite des établissements bancaires, la BNP qui est classée deuxième, la Société Générale classée septième, et AXA qui est une numéro un mondiale de l'assurance. Nous avons de l'industrie chimique avec Sanofi qui est notamment dans la chimie du médicament. Nous avons ensuite eh bien, du luxe et tout ce qui va être lié, on va dire, à une certaine forme d'art de vivre à la française. Nous y reviendrons avec LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, L'Oréal, EDF pour la fourniture d'électricité, Orange pour les télécommunications et Vinci pour le bâtiment travaux publics. Telles sont les 10 grandes, enfin un exemple de 10 grandes entreprises multinationales françaises. Donc la France possède en quelque sorte des fleurons, des entreprises particulièrement performantes au niveau international. Mais nous allons encore en détailler d'autres par la suite. Voici donc ici un petit panel de ces très grandes entreprises françaises présentes soit sur l'ensemble du continent européen, soit parfois dans le monde entier. Je ne vais pas revenir sur celle décrite à la diapo précédente, mais nous pouvons voir par exemple Alstom, particulièrement performante dans la fabrication des trains à grande vitesse, Areva pour ce qui est du nucléaire, malgré des difficultés plus récentes, des groupes de grande distribution comme Auchan ou Carrefour, toujours d'autres banques comme le Crédit Agricole par exemple, Danone, groupe agroalimentaire, de transformation des produits alimentaires, du bâtiment travaux publics avec Eiffage, par exemple, ou Vinci, dont nous avons déjà parlé, de la fourniture d'électricité aussi avec Engie, du bâtiment, on va dire, avec Lafarge. Bref, tous ces grands groupes, eh bien, permettent de présenter la puissance économique française et cette influence économique de la France à travers le monde. Cette présence internationale des grands groupes français peut se caractériser par exemple ici comme la présence sur le continent asiatique notamment du groupe de grande distribution Carrefour. Carrefour est ainsi un groupe qui est présent à travers l'Europe mais également sur le continent asiatique. Les implantations de nos entreprises à l'étranger sont-elles ainsi particulièrement importantes ? Il en va de même pour l'entreprise Michelin. Cette entreprise eh bien, est présente sur l'ensemble des continents et se situe, selon les années, à la première ou deuxième place mondiale des producteurs de pneus. Donc Michelin, qui va se retrouver présent sur l'ensemble des continents, est ainsi totalement une firme multinationale présente donc dans de très nombreux pays à travers le monde et à la pointe, puisque numéro 1 ou numéro 2 mondial de production de pneus. Un des mastodontes français dans ce domaine est particulièrement le groupe LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, un groupe tentaculaire, propriétaire de très très nombreuses marques dans les domaines du luxe au niveau gastronomique. Par exemple, ici vous pouvez trouver les vins et spiritueux, c'est-à-dire les vins et alcools possédés par le groupe LVMH. Donc on trouve de très très grandes marques et de très très grands domaines de champagne, de très grands vins, notamment du Bordelais, de très grands cognac ou armagnac par exemple, mais également dans les domaines de la mode, avec de très grandes marques qui sont un peu des fleurons, des représentants de l'art de vivre à la française, avec évidemment Louis Vuitton, Christian Dior par exemple, Kenzo, et puis d'autres, Givenchy et d'autres marques qui ont été rachetées au fur et à mesure des années par ce groupe particulièrement important, numéro 1 mondial du luxe et représentant eh bien, de cette élégance à la française, de cette gastronomie et de cette mode française particulièrement importante. Donc 42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 25% de chiffre d'affaires aux États-Unis, 32% du chiffre d'affaires dans les vins et les spiritueux aux États-Unis, plus de 4000 magasins dans le monde. LVMH est ainsi un groupe particulièrement important au sein de l'économie française et révélateur donc des domaines dans lesquels la France est particulièrement performante, le luxe notamment. Enfin, j'y reviens mais très rapidement, l'importance de la ZEE, de la zone économique exclusive française, qui lui permet donc d'être riche en gisements hydrocarbures, en gisements de nodules polymétalliques et d'être présent dans le monde entier, notamment pour la pêche. Donc tous ces éléments font de la France une grande puissance économique, même si on pourrait dire que depuis un siècle elle est sur le déclin, puisqu'elle a rétrogradé dans le classement. C'est une très grande puissance économique, possédant de très très grandes entreprises performantes à la pointe à travers le monde entier.
Mais la France est aussi une très grande puissance politique et militaire à l'échelle internationale. Notre pays, aussi petit soit-il par sa superficie ou bien par sa population, qui n'est que de 67 millions d'habitants, c'est-à-dire moins de 1% de la population mondiale, eh bien, est une très grande puissance politique et militaire, ce que nous allons étudier ici. Ainsi, depuis 1945 et la conférence de San Francisco, eh bien, la France est un des piliers de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Donc, notamment, elle fait partie du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, au même titre que les États-Unis, que la Russie, que la Chine ou que le Royaume-Uni. Ainsi, la parole de la France dans cette très grande organisation est exemple en quelque sorte de gouvernement mondial, eh bien, la parole de la France a la même valeur que les États-Unis, que la Chine. Ainsi, sommes-nous encore un des pays essentiels dans les prises de décision internationales. La France possède notamment le droit de veto, c'est-à-dire le droit de s'opposer par sa parole à une décision, à une volonté qui serait une volonté de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Ainsi, cela lui confère une place très très forte qui fait de la France bien, un pays encore, un terme international particulièrement important dans la diplomatie et dans les relations entre les pays du monde. Mais cette puissance militaire est également très très importante. Ainsi, selon ce classement qui prend en compte de très nombreux critères, la France se classerait à la 5e position des armées les plus puissantes au monde. Il ne s'agit pas ici d'une puissance qui serait basée sur un nombre de soldats particulièrement important, puisque nous pouvons voir que la France possède un peu moins de 400 000 militaires, alors que d'autres pays comme l'Inde en possèdent 4 200 000 par exemple. Mais c'est une armée particulièrement forte en termes de technologie militaire et également notamment une armée qui dispose de l'arme nucléaire, de la force de propulsion nucléaire et de la force de frappe nucléaire, ce sur quoi nous allons revenir dans les diapos suivantes. Depuis 1960, la France est ainsi une puissance nucléaire. C'était la volonté du général de Gaulle, après sa prise de pouvoir en 1958, de faire de la France un pays respecté à travers le monde et d'une grande puissance militaire. Ainsi a-t-il lancé les programmes de recherche sur le nucléaire, ce qui a permis en 1960, dans le désert d'Algérie, de tester la première bombe atomique française. Sur cette carte des puissances nucléaires dans le monde, on peut donc se rendre compte que la France est un des rares pays au monde à disposer de cette force nucléaire. Donc avec en réserve l'équivalent, ce que l'on pense, de 380 têtes nucléaires dont 280 sont déployées à travers le monde. Ce qui fait ainsi de la France une puissance militaire particulièrement importante car possédant l'arme de dissuasion nucléaire. Cette autre infographie fait ainsi la chronologie de la France en termes de nucléaire. Alors un nucléaire donc obtenu en 1960, comme je l'ai dit auparavant, et puis ensuite des progrès qui se sont réalisés au cours de 210 essais nucléaires français qui ont été menés entre 1960 et 1996. 3,6 milliards annuellement dépensés pour la dissuasion nucléaire, ce qui fait de cette France un pays non seulement respecté en termes militaires, mais un pays qui en impose et qui pèse en termes militaires de par la possession de cette arme particulière. Il est à noter également que la France s'est beaucoup développée dans le nucléaire civil, avec la production d'électricité nucléaire, ce qui montre bien en quelque sorte son expertise, sa compétence dans la maîtrise de l'atome, dans la maîtrise de l'énergie et de la force de frappe nucléaire. Alors cette carte nous permet de visualiser à titre informatif les sites nucléaires français, c'est-à-dire les sites qui sont à la fois des sites à partir desquels pourrait être lancée une force de frappe nucléaire ou les lieux de stockage ou les lieux d'essai notamment du nucléaire. Nous avons ainsi le Brest bien sûr avec les sous-marins nucléaires, 4 sous-marins nucléaires français lanceurs d'engins, et nous avons ensuite différentes bases, notamment des bases aériennes ou des centres de recherche ou des bâtiments sécurisés pouvant accueillir des armes nucléaires sur le territoire français. Dans ce classement des forces nucléaires, évidemment, la France se place derrière la Russie et les États-Unis, deux mastodontes en termes de dépenses militaires et de course, on va dire, aux armements nucléaires. Ça, c'est un héritage de la guerre froide, même si
eux-mêmes continuent aujourd'hui malheureusement à être dans la surenchère nucléaire, mais la France se classerait ainsi troisième en termes d'estimation du nombre total d'ogives nucléaires détenues en juillet 2019, ce qui montre bien l'importance de la France en termes de puissance militaire, de puissance internationale, de rôle dans la diplomatie et les échanges internationaux, parce qu'elle a un statut, le statut d'une puissance économique, comme nous l'avons vu dans la première partie, mais d'une puissance également militaire. Voilà, ce que le général de Gaulle a permis en 1960 par le fait de doter la France de l'arme nucléaire, eh bien, permet encore aujourd'hui, 60 ans après, à la France de jouer un rôle majeur internationalement. Ainsi, même s'il s'agit d'une fiction, si vous souhaitez vous divertir tout en découvrant la force militaire française, eh bien, je peux vous conseiller l'excellent film sorti en 2019, Le Chant du Loup, sur le domaine des sous-marins et de l'impact français en cas de risque de guerre internationale. Donc, excellent film sur notamment le potentiel des sous-marins nucléaires français. Mais la France, c'est aussi à travers le monde une puissance culturelle à l'influence majeure. La France, la culture française, la tradition française fait référence à travers le monde dans bien des domaines, ce qui lui donne encore aujourd'hui ce prestige et cette attractivité, notamment qu'il s'agisse d'une attractivité intellectuelle, culturelle ou touristique. La France est ainsi considérée à travers le monde comme le pays des Lumières, le pays dans lequel eh bien, ont été forgées ces idées de tolérance, d'égalité, de liberté au XVIIIe siècle, qui se sont ensuite diffusées à travers le monde et ont permis notamment l'apparence du modèle démocratique à travers le monde. Les travaux de Diderot, Montesquieu, Voltaire ou Rousseau que vous avez étudiés en quatrième, les révolutions qui ont animé la France, évidemment en 1789, mais aussi au cours du XIXe siècle, ont forgé l'image d'une France qui est défenseur des idées de liberté, de tolérance, d'égalité, de fraternité à travers le monde. Ainsi, la France est le premier pays à avoir édicté, à avoir créé une déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui attribue à tout être des droits essentiels, inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui retirer. Ainsi, tout être humain eh bien, possède l'égalité en droit, la liberté et une série de libertés, liberté d'expression, liberté de culte. Tout cela a été diffusé à partir de la France en 1789, à l'époque de la Révolution française, et s'est ensuite affirmé de manière internationale. Ainsi, à partir de cette déclaration des droits de l'homme de 1789, a été réalisée en 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui fait référence aujourd'hui de manière internationale sur l'ensemble de la planète. Mais la France a été le pays également de la littérature, cette littérature des 19e et des 20e siècles qui a fait autorité et qui connaît encore aujourd'hui eh bien, une ampleur totalement mondiale avec de grands auteurs du 19e siècle comme ici vous avez représenté aussi bien Chateaubriand, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Baudelaire pour la poésie ou Rimbaud, Guy de Maupassant, Émile Zola sont ainsi eh bien, des sommités, des références internationales en termes de littérature, ou bien pour le XXe siècle, eh bien, Albert Camus, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Louis-Ferdinand Céline, François Sagan, Romain Gary, Paul Éluard, sont eh bien, des références qui font de la France eh bien, un pays intellectuel, un pays de réflexion, un pays de la littérature et de la création artistique. Une France qui est également un pays des arts, pays protecteur des arts et propice à la création artistique, qu'il s'agisse eh bien des arts du 19e siècle, ici j'ai représenté le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, terreau de l'impressionnisme avec Claude Monet, ou bien également pays où sont apparues les premières expériences du cubisme avec Georges Braque, mais également surtout le pays des grands musées, avec le musée du Louvre, le musée d'Orsay consacré aux
beaux-arts du 19e siècle, le Grand Palais, siège de très grandes expositions internationales chaque année, le musée Beaubourg, le musée donc d'art contemporain. Ainsi, Paris, avec ses dizaines de musées d'ampleur internationale, est un pays protecteur en quelque sorte des arts, un pays de référence dans le domaine artistique, dans le domaine pictural, dans ce qui lui donne bien une influence et une aura particulièrement importante. Mais la France, c'est aussi le pays du tourisme. Tout ce que nous avons vu auparavant, crée une attractivité pour la France. La France reçoit chaque année 88 millions de touristes, ce qui en fait le pays le plus visité au monde. Alors nous l'avons vu dans le chapitre sur les espaces productifs, cela en fait un secteur important de notre économie, ce qui explique aussi que les différents événements de ces dernières années, qu'il s'agisse des mouvements sociaux comme le mouvement des Gilets jaunes ou la pandémie du coronavirus, vont terriblement affecter l'économie du tourisme, bloquant le tourisme et réduisant donc les bénéfices. Mais en tout cas, la France est un pays particulièrement attractif. Son histoire, ici représentée à la fois par les châteaux de la Loire, par le patrimoine médiéval, le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, ou bien Paris en tant que ville lumière, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Montmartre, le Moulin Rouge, tout cela crée une culture française attractive au niveau international. La France est ainsi souvent représentée comme le plus beau pays du monde, ou en tout cas comme un des pays possédant le patrimoine architectural, le patrimoine historique le plus resplendissant à travers la planète, et donc attire des touristes de façon particulièrement importante. C'est un rêve pour beaucoup d'habitants de la planète de venir une fois dans la vie à Paris, de venir une fois en France, de découvrir les richesses de notre pays. Ainsi, ce patrimoine intellectuel, ce patrimoine historique fait de la France un pays admiré également à travers le monde. Et cette influence, cette attractivité, la France la doit aussi à son patrimoine gastronomique, à sa culture. Peu de pays dans le monde peuvent se vanter d'être un pays à la gastronomie aussi forte et aussi riche que la France. D'ailleurs, il existe globalement que 3 ou 4 pays dans le monde que l'on visiterait avant tout aussi pour sa gastronomie. Il y aurait le Japon, il y aurait éventuellement l'Italie, mais surtout la France. La France qui est la France des grands vins du Bordelais, des grands vins de Bourgogne, des champagnes. Une France qui met en avant le patrimoine culinaire et gastronomique, à l'image du guide Michelin, qui va dispenser les étoiles de la culture et de la gastronomie. Un pays où l'on met en avant le repas en tant que moment de convivialité, moment de la vie familiale notamment, mais également les grands plats que l'on met en exergue, comme ici représenté le foie gras, les centaines de fromages français, les spécialités de desserts qui sont propres à la France, et cet art de vivre à la française, représenté aussi par la baguette de pain tout simplement, est quelque chose qui est représentatif de la France, qui donne à la France cette influence positive à travers le monde et qui nous donne une attractivité également en lien avec le tourisme. Ce patrimoine, il faut en être fier, car c'est aussi ce qui fait notre pays à travers le monde, cet art de vivre, cette forme d'élégance, de capacité à vivre aussi pour les plaisirs de la table, pour les plaisirs de la vie, comme l'est le plaisir culinaire, le plaisir gastronomique. De manière plus pragmatique, la France, c'est aussi un réseau d'ambassades et de consulats gigantesques à travers le monde. La France possède ainsi des ambassades dans quasiment toutes les capitales du monde. Elle possède des consulats dans un nombre incroyable de villes des différents pays du monde, ce qui donne à la France un réseau particulièrement dense de présence mondiale. Ainsi, les Français sont non seulement implantés dans l'ensemble des pays du monde, mais ont une certaine influence qui va se caractériser avec ces ambassades et ces consulats, mais également par des lycées français, des réseaux d'écoles françaises, par des centres artistiques français que l'on va retrouver à travers le monde entier, et donc par à nouveau une diffusion de son modèle, le modèle français, de la démocratie française, de la défense des droits françaises, de la protection des arts à la française. La France est ainsi donc possède un des réseaux les plus riches d'ambassades à travers le monde.
Ainsi, le passeport français est réellement une carte d'accès à tous les pays du monde. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que tous les passeports ne se valent pas et que les passeports de certains pays ne sont pas suffisants pour rentrer sur le territoire d'autres pays. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis avec n'importe quel passeport. Vous ne pouvez pas vous rendre en Israël, en Russie, en Chine avec certains passeports mondiaux. Par contre, le passeport de la République française vous donne accès à l'ensemble des pays du monde, parfois avec une demande de visa, mais cela ne pose jamais de problème. Donc, c'est une force de posséder le passeport français dans les déplacements internationaux également. À nouveau, on voit l'influence de la puissance française, de la diplomatie et des relations internationales françaises, et de manière générale, du modèle français de démocratie, de respect des droits, etc. Et la France, c'est aussi sa langue. Même si le français n'est pas la langue la plus parlée à travers le monde, elle a articulé un réseau, le réseau de l'organisation de la francophonie, une organisation essentiellement culturelle qui sert à créer des liens amicaux et des liens de collaboration dans les domaines culturels, dans les domaines politiques, dans les domaines artistiques, autour de l'usage de la langue française en tant que langue officielle, langue première d'un pays ou langue secondaire. Ainsi, tous les pays que vous avez sur cette carte, qu'il s'agisse des pays en rouge, des pays ensuite associés en orange ou en jaune plus clair, appartiennent à ce grand groupe de collaboration internationale. Ainsi, nous allons retrouver évidemment des pays qui connaissent le français parce qu'ils ont été à un moment donné des pays membres de l'empire colonial français, donc où la langue française s'est diffusée. Mais nous avons aussi des pays amis pratiquants de la langue française qui appartiennent à cette organisation. Ainsi, nous avons le Canada, avec évidemment le Québec et l'usage d'un français historiquement particulièrement fortement implanté. Vous remarquerez à ce titre que l'Algérie, par exemple, ne fait pas partie de l'organisation de la francophonie. Là, nous avons l'héritage de la guerre d'Algérie et des relations très compliquées encore aujourd'hui entre les deux pays. Mais cette organisation mondiale de la francophonie est une organisation, un réseau culturel particulièrement important à travers le monde, articulé autour de notre langue, le français, qui est une langue encore très enseignée à travers le monde, très parlée, aussi parce qu'elle est la langue des philosophes, la langue des écrivains, la langue de la culture française, ce qui lui donne encore son importance, bien qu'elle ne soit pas la plus couramment parlée à travers le monde, comme cela peut être le cas de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe par exemple. Mais la France, c'est aussi un nombre important d'expatriés dans le monde. La France est présente mondialement par la répartition de ses citoyens à travers le monde entier. Parmi les 67 millions de Français, il y en a un certain nombre qui vivent en dehors de la France, soit pour des raisons professionnelles, souvent l'implantation d'entreprises à travers le monde. On retrouve nos firmes internationales, multinationales, qui vont faire que nous avons des centaines de milliers de Français présents en Asie, en Amérique, en Afrique également. Cela peut être également pour les études, pour la recherche, pour la mise à disposition de l'expertise française auprès de certains pays, au niveau des ambassades ou des consulats. Donc nous avons également 1,5 million de Français qui vivent de manière longue. On ne parle pas ici des gens qui partent en vacances, mais des gens qui vivent toute l'année à travers le monde dans d'autres pays, 1,5 million de Français. Ainsi, serez-vous peut-être étonné de savoir que 200 000 Français vivent de manière permanente à Londres, dans ce qui est notamment la capitale financière européenne, dans souvent les grandes entreprises bancaires, assurantielles européennes. Si nous en revenons au domaine proprement culturel, la France c'était aussi une influence importante au niveau de la littérature, comme nous l'avons vu, avec depuis l'invention du prix Nobel de littérature en 1901, 15 prix Nobel de littérature français, ce qui montre bien cette importance de la littérature française, de l'écriture française, du rôle de l'intellectuel français de manière générale à travers le monde. Alors il faut un peu nuancer cela en se disant que cela fait tout de même quelques années que la France n'a pas été récompensé depuis le Clésio il y a un peu plus d'une dizaine d'années et que ces prix Nobel sont peut-être majoritairement des prix Nobel décernés au cours du XXe siècle qu'au cours du XXIe, mais cela montre la prépondérance de la France, de l'écriture, de l'édition au niveau mondial.
De même, même si la France est loin des États-Unis, par exemple en termes de prix Nobel dans les domaines scientifiques, eh bien la France possède de grandes universités qui ont permis de former et de faire travailler des personnes étant devenues prix Nobel de physique, de chimie, prix Nobel dans différents domaines de la recherche. Les universités de la Sorbonne, les instituts comme l'Institut Pasteur, le Collège de France, l'École normale supérieure de Paris ont permis de former de grands chercheurs de prix Nobel. Alors nous sommes là bien loin effectivement des universités de Stanford, d'Harvard, de Californie par exemple, et des États-Unis qui depuis la guerre froide trustent les premières positions, mais néanmoins la France se place de manière tout à fait honorable dans les classements des prix Nobel décernés depuis un peu plus d'un siècle. La culture française, c'est aussi une culture musicale qui s'est exportée, qui fait référence parfois à travers le monde entier. Alors une culture musicale qui, au cours du XXe siècle, s'est exportée sur tous les continents, qu'il s'agisse d'Édith Piaf, de Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, à un niveau moindre, Mireille Mathieu en Russie ou en Asie. C'est Yves Montand, par exemple, Léo Ferré, de grands artistes qui ont utilisé la langue française et ont permis de populariser cette langue française sous une forme d'une certaine poésie dans le domaine du chant, de la musique, et qui ont fait de la France un pays aussi de référence. Alors aujourd'hui, les artistes s'exportant internationalement et étant français, n'utilisent beaucoup moins en tout cas la langue française, ce qui montre bien depuis la prépondérance de l'anglais à travers l'industrie musicale internationale. Néanmoins, nous avons de très nombreux artistes français qui s'exportent, qui vendent, qui sont écoutés à travers le monde. Alors les deux grandes photos qui dominent, ce sont les deux mastodontes que sont David Guetta et les Daft Punk évidemment, mais nous avons notamment dans les domaines de la musique électronique énormément d'artistes qui sont connus à travers le monde, qu'il s'agisse de DJ Snake, The Avener par exemple. Nous avons Kungs, Petit Biscuit, ou bien d'autres artistes dans d'autres domaines musicaux comme Jain, Niska, Aya Nakamura, Imani, Nekfeu, Christine and the Queens évidemment, le groupe de rock Phoenix, ou bien le groupe de musique électronique Caravan Palace, ou bien Maître Gims par exemple, qui s'exporte internationalement. Cela fait également partie de la renommée française et de cette aura artistique française à travers le monde. Alors cela a bien diminué, il n'y a plus d'usage du français aujourd'hui, ou en tout cas vraiment à un niveau moindre, mais cela reste important internationalement. Dans le domaine du cinéma, la France, même si elle est très très loin derrière les grandes industries cinématographiques que sont évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni et tous les pays anglo-saxons, ou bien même l'Inde ou le Nigeria, qui sont de très grandes industries cinématographiques, la France garde une place importante dans le cinéma international avec de grands films qui ont très bien marché à l'étranger et ont laissé un impact à l'étranger, comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La Môme, The Artist, qui a été récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger il y a quelques années, ou bien l'ensemble des productions du grand réalisateur-producteur Luc Besson, qui est réellement en quelque sorte l'image du cinéma français depuis une trentaine d'années, avec des films comme Léon, Le cinquième élément, Lucie, qui est le film ayant fait le plus de bénéfices internationaux au cours des dernières années, la série des Arthur et les Minimoys, qui est une création totalement de Luc Besson, ou bien ses productions comme les films Taken, Le Transporteur, etc. Nous pouvons également évoquer les studios de création de films d'animation avec la grande réussite que fut Moi Moche et Méchant par exemple il y a quelques années. De manière un peu plus marginale, les comédies à la française s'exportent relativement. Ce fut le cas de Bienvenue chez les Ch'tis par exemple ou d'Intouchables il y a quelques années également. Ainsi, le cinéma français, s'il n'a plus le statut de référence qui fut le sien à l'époque de grands cinématographes comme François Truffaut, comme Jean-Luc Godard, comme Claude Lelouch dans les années 70, aujourd'hui reste un pays où le cinéma a toute sa place, avec aussi de grands festivals comme le Festival de Cannes, le Festival du film de Deauville, le Festival de Gérardmer ou le film fantastique d'Avoria, sont des références au niveau international tout de même, encore aujourd'hui, évidemment avec l'importance de ce grand festival qu'est le Festival de Cannes. Ainsi, dans le cinéma y compris, la France garde une influence qui est importante.
Enfin, pour terminer, dans ce domaine de la création artistique, de la création culturelle surtout, eh bien, la France aujourd'hui joue encore son rôle, son épingle du jeu dans la création du domaine du jeu vidéo, avec le grand studio de développement de jeux vidéo qui est Ubisoft. Alors, il n'y a pas que lui en France, mais c'est vraiment celui qui est le plus reconnu, avec de très grands titres comme les Ghost Recon, les Far Cry, comme des jeux plus anciens comme Rayman par exemple, ou bien les séries des Assassin's Creed, qui ont permis à ce studio de création de faire aussi référence à travers le monde, dégageant des revenus et des bénéfices importants, mais également montrant que dans le domaine de la culture numérique aujourd'hui, la France jouait son rôle, se défendait plutôt correctement. Alors cela met aussi en avant l'importance de la formation française dans les domaines de l'informatique, des métiers du numérique, donc qui permettent ensuite de jouer un rôle dans l'économie de la culture, l'économie culturelle, à laquelle fait aujourd'hui partie, de manière importante, cela représente des millions de dollars annuellement, l'industrie du jeu vidéo. En conclusion, on peut dire que la France aujourd'hui a une véritable influence internationale. Tout d'abord en tant que grande puissance économique, même si on pourrait dire qu'elle est sur le déclin, qu'aujourd'hui c'est un pays endetté, que c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés économiques, néanmoins elle reste une grande puissance économique, un pays important. Au niveau politique, au niveau diplomatique et militaire également, la France est un pays majeur avec son rôle au sein de l'ONU, des grandes organisations internationales, mais également avec la possession de l'arme de dissuasion nucléaire qui confère à notre armée une force particulièrement importante dans le domaine technologique, dans le domaine des armements aussi, avec de très grandes entreprises. Nous n'avons pas eu le temps de le développer, mais de grandes entreprises comme Dassault par exemple, sont de très grandes entreprises au niveau de l'armement notamment également. Et enfin, surtout la France possède à travers le monde une aura culturelle, une véritable influence culturelle, artistique, qui donne à la France aujourd'hui encore une place majeure au niveau international en tant que pays défenseur d'un certain art de vivre, d'une certaine tradition, d'une certaine forme également de culture intellectuelle, philosophique, littéraire, artistique, d'état protecteur en quelque sorte des arts et de la création. Voilà, donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que aussi cela vous a donné des raisons d'être fier d'une certaine façon d'être français, puisque la France c'est aussi un modèle politique, un modèle de vie, un modèle de culture, avec nos modèles de code de travail, de sécurité sociale, de notre modèle de retraite, qui sont assez originaux au niveau international et qui font de la France un pays à part, un pays qui compte internationalement et mondialement. Je vous remercie pour cette vidéo, pour cette écoute, j'espère que vous avez mieux compris et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.